Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Le week-end du 20 et 21 octobre s'est tenue à Lyon une convention qui s'appelle Octogone Double Mixte, une convention rôliste et ludiste où s'est tenu un tournoi Altered d'une centaine de joueurs et joueuses. Grâce à ce nouveau tournoi d'envergure sur le sol francophone, on va pouvoir constater si les résultats d'Angers du notre auteur ont été confirmés, est-ce que Warou continue d'écraser absolument tout le monde, est-ce que des decks Bravo sous Mouna ont réussi cette fois à se hisser au top 8, on s'attendait à nouveau à une très bonne performance de Sigismar, de Warou, de Fen, eh bien on a les decklists les amis, et il y a des surprises. Le top 8 se compose des héros suivants, il y a 3 Fen et Crobar, un Sigismar, un seul Warou, 2 Trest, et les amis, un grand Kojo. Et on va commencer par cela, puisque c'est un deck Kojo et Bouddha qui remporte ce tournoi Octogone. C'est une surprise, vraiment. On s'attendait pas à un Kojo à ce niveau-là, et encore moins gagnant, donc vraiment toutes nos félicitations à Idan, on s'écrit Iden, mais c'est Idan, hein, d'après ce que j'ai compris en commentaire. Alors les amis, je vous préviens tout de suite, on n'a pas les uniques, parce qu'en fait ce sont des screens, vous voyez, hein, ce ne sont pas des liens. Les uniques vont arriver certainement au fur et à mesure où les decklists vont être postés. On a les uniques cependant du deck Kojo qui ont été partagés sur Twitter. Pardon, mais voilà, si peut-être que les decklists ont été postés, je les ai pas vus sur les Discord, si c'est le cas, je suis désolé, n'hésitez pas à mettre un lien en commentaire pour qu'on puisse aller voir les decklists et les uniques. Et c'est vrai que les uniques, c'est super important pour la construction d'un deck, c'est souvent même pivot, mais ce qui est important, c'est d'avoir au moins les uniques de ce deck Kojo, parce que c'est le plus surprenant du top par rapport aux autres. On notera notamment qu'il n'y a toujours pas de decks Mouna qui sont hissés dans le top 8, et qu'il n'y a pas cette fois-ci de deck Izmir. On voit la consistance des decks Fen et des decks qui ont réussi à faire top sur les 2 tournois, mais ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui s'est passé avec les autres. Donc le deck d'Idan en Bravos qui est vainqueur, bravo encore une fois à lui. Je vais regarder s'il n'y a pas aussi des cartes qui sont divisées parce que le Kickstarter et Retail, vous connaissez. Alors, un petit Djinn en rare, il doit jouer les gros Djinns, ils sont là, donc 3 gros Djinns en rare, un petit Djinn en rare, pour accélérer sa base de mana. Quand le Djinn va quitter la zone, ils vont pouvoir aller en mana juste derrière. Donc pour s'accélérer, hein, ça s'appelle du ramp. Ratatosk, il y en a un en rare, il y en a un en unique, il y en a un en commun, bah voilà, il a le triptyque. Issoul en rare, on ira voir ce qu'il fait après, en unique, pardon, on ira voir ce qu'il fait après. Derrière du Havre, il en a 2. 3 Tomoe communes, donc ils ne peuvent être joués que si il a 7 orbes de mana ou plus, parce que c'est une 2/5/5 pour 3, c'est très fort, mais il faut avoir 7 orbes de mana. Et comme il s'accélère avec les djinns, bah forcément, il va les sortir plus facilement. 2 armures de la fonderie, certainement en rare, parce qu'il va jouer, évidemment, les Havre, Bastion, Bravos, on en parlera après, c'est pivot dans ce deck-là, comme chez Trest. Un sur le Wukong en commun, 3 espions nordistes pour sa beauté, le Ratatos on en a parlé, Issoun du coup 2 en commun. Issoun il va être utile parce que bon il est 0-0-2 donc il peut aller très facilement contester un tout petit peu sur le lot. Il coûte que 1 donc quand on le joue ça fait un petit après vous, genre je le joue, je vois ce que tu fais après et on peut le défausser pour mettre un boost, ça peut activer des choses. Ensuite, on a la videuse Bravos, hein. Avant Bullsor, c'est la videuse Bravos qui va saboter, qui va gagner un boost quand on joue depuis la réserve. Un Sun Wukong en rare, donc un en commun, un en rare, ok. C'est un peu marrant cette façon de répandre un petit peu ces cartes entre eux, certaines fois en commune, certaines fois en rare, etc. On pourrait se dire qu'il pourrait jouer par exemple 2 Wukong en rare, et du coup il enlève un Ratatosk rare pour mettre un Ratatosk, 2 Ratatosk commun. Non, c'est le choix de faire 1-1-1, c'est rigolo. Les Djinns on l'a vu pour s'accélérer en mana. La main tendue, du coup, pour faire perdre Fugas et rajouter un petit boost. L'éruption de mana, donc il y en a 3 quand même. Alors l'éruption de mana, vous défaussez une de vos orbes de mana, donc en gros vous perdez un mana de façon définitive, hein, vous le prenez, vous le mettez dans votre défausse. Et vous pouvez cependant défausser ce que vous voulez sur la table, un permanent ou un personnage, sans restriction de coût de ce que vous voulez. Donc c'est très fort parce que vous débarrassez de ce que vous voulez. De l'autre côté, vous perdez une orbe de mana, donc d'où le principe d'avoir quand même des cartes qui l'accélèrent. Je suppute quand même que dans les unités, il doit y avoir des cartes aussi qui vont être en mana. Parce que je trouve pas assez d'avoir 3 Mighty Djinn et seulement un petit Djinn pour pouvoir faire ça. On verra bien ce qu'il y a dans les uniques. 2 intimidations hein, pour se débarrasser d'une carte qui coûte 4 moins. Ça la renvoie dans la main de son propriétaire. Ensuite, les Havres, donc il y en a que 1 en rare et 2 en commun. Ok, c'est intéressant, hein, parce que vous voyez, par exemple, on aurait pu penser qu'il a enlevé un Sun Wukong rare et un Ratatosk rare pour rentrer 3 Havres
rares. Non, il a fait le choix de partir sur 2 havres communs qui ne ravitaillent pas quand ils arrivent. Hein. Le havre, je vous rappelle le principe du havre, c'est comme pour Trest, hein. Quand vous sortez une carte de votre réserve, ça va la booster. Mais si elle est en rare, en plus elle ravitaille, donc elle vous met une carte dans votre zone de réserve. Et on voit que non, il en joue 2 en commun, 1 en rare. Donc bah voilà, le principe c'est de booster les cartes qui sortent de la réserve. Quelque chose que Bravos fait très très bien, hein, déjà de base, de booster ces cartes de la réserve. Beaucoup de cartes ont cette faculté quand elles sortent de la réserve. Et il joue 3 fonderies, donc le Bastion Axiom. Alors la fonderie, elle dit que vous l'inclinez et que le prochain personnage que vous jouez de votre main active ses effets de réserve. Donc ça vous permet d'activer les effets de réserve d'un personnage, vous savez quand il y a la petite carte penchée là, mais quand ça vient de la main. Ça peut être intéressant parce qu'on a des super cartes qui ont des effets intéressants quand ça vient de la réserve en Bravos. Et quand je vois le coup à 5 de cet aspirant de Havre, et le coup à 4 du Rathatos, je me dis qu'il doit avoir des super effets en venant de la réserve, et c'est ça qu'il veut activer avec son Bastion Action, mais bon, on va aller voir tout de suite les uniques. Alors on va commencer par le Rathatos, donc qui est 2-1-1 pour 1, déjà c'est très très bien, parce que ça gagne sur un jeton hors 10, 4 de la réserve, il a 2 effets de réserve. Le premier, le personnage choisi gagne 3 boosts, ok, donc c'est pas lui qui gagne 3 boosts, c'est le personnage qu'on choisit, donc ça peut être lui ou un autre. Attends, par contre il coûte plus cher de la réserve, il coûte 4, hein, vous voyez. Et quand il y a de la réserve, vous pouvez choisir et retourner un personnage ou un permanent qui coûte 4 ou moins dans la main de son propriétaire. Ah oui, effectivement. Donc effectivement, c'est une très bonne unique. Il n'y a pas à dire. Donc quand il le joue depuis sa réserve, il va faire gagner 3 boosts à quelqu'un, donc à lui-même par exemple. Donc de la réserve, c'est un 5, 4, 4 déjà. Donc vraiment pour 4, c'est pas mal. Et en plus, il va choisir un personnage chez lui ou chez l'adversaire, ou un permanent chez lui ou chez l'adversaire, qui coûte 4 ou moins, et le remonter dans la main. Donc vous pouvez le jouer sur l'adversaire pour tempo et gagner une expédition. Vous pouvez jouer sur vous pour vous remonter une carte en main qui était fugace, remonter et la rejouer du coup assez facilement. Donc très très bien. Et donc avec la petite fonderie, il peut activer ses effets, parce qu'il a 2 effets en plus. Donc il active la fonderie, il paye 1, il pose son Ratatosk, et il active les 2 effets. C'est super fort. C'est très très fort du coup. Très 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 fort. Surtout que le havre, pardon, excusez-moi, la fonderie va coûter 3, ce qui fait que s'il a 4 de mana, il joue fonderie, il pose le Ratatos pour 1, il n'a pas perdu son tour, hein. Il n'a pas perdu son tour en posant son lieu, hein. Ça c'est clair. Ensuite, c'est lui qui m'a intéressé vu le coup de la réserve. Donc, une 4 de 2 pour 2 déjà, on est pas mal, quand même. 4 de 2 pour 2 pour 2, on est vraiment très bien. 5 de la réserve, qu'est-ce qu'il fait? Si vous contrôlez un ou plusieurs landmarks, c'est des repères, du coup, un lieu, vous mettez les 2 premières cartes de votre deck dans votre zone de mana. Ah oui. Ah oui. Donc voilà, c'est pour ça qu'il avait que du coup un petit Jin et 3 gros, et qui joue les éruptions de mana et qui s'accélère beaucoup. On avait dit hein, qu'il risquait d'avoir des cartes qui l'accélèrent également. Alors là, ça c'est clair. Donc quand il vient de la réserve, cet aspirant du Havre, il met les 2 premières cartes de votre deck en mana. Inclinées cependant, attention, elles sont pas utilisables tout de suite, mais quand même, c'est extra fort. Donc effectivement, ça coûte cher, mais le tour où vous le posez, vous accélérez de ouf, et avec le Ratatosk, il peut essayer de se le remonter en main, du coup, et avec la fonderie, eh ben écoutez, il le pose pour 2, et il se met 2 cartes de son deck en mana. C'est monstrueux, c'est une dinguerie, elle est folle cette unique. Hein. Alors là comme ça, on peut se dire, ben, ça coûte 5 de la réserve et tout, c'est pas si fort, mais enfin c'est fort, mais quand même pas abusé, mais c'est vrai que la fonderie la rend tellement forte, du coup, parce que vous posez la fonderie pour 3, vous inclinez la fonderie, vous posez votre aspirant du Havre pour 2, et vous mettez 2 cartes de votre deck en mana. C'est fort. C'est très très fort. Et Issoun, alors du coup, qui est 0-1-1 au lieu des 0-0-2. Si vous contrôlez un repère au plus, vous ravitaillez. Et s'il vient de la réserve, vous piochez une carte. Ok, c'est une carte pour pas s'essouffler. Comme vous avez quand même 6 repères, vous allez très souvent avoir un repère pour activer du coup ces uniques. Bah écoutez, elles sont vraiment pas mal. Et vous remarquez aussi, c'est des uniques qu'on va activer pour pas cher, parce que effectivement c'est sur un tour où on pose la fonderie, on veut pouvoir activer tout de suite des uniques, donc c'est des uniques qui vont s'activer sur un combo de 4 mana ou 5 mana, quoi. On va pouvoir les activer, en fait. Ok. Et ben c'est super fort, parce qu'effectivement, pareil, Issoud, on incline sa fonderie, on le paye pour 1, il ravitaille, et il pioche, du coup. Très très fort. Bah voilà. Là, on est sur quand même des uniques qui sont extrêmement puissantes dans le deck. Est-ce que le deck sera aussi fort sur ces uniques?
Je pense qu'il y a moyen de remplacer le Ratatos Kalisune-Bushi, à mon avis, hein. Vous jouez, hein, vous avez des unités qui piochent, qui ravitaillent, je pense que ça peut vraiment faire le café à la place de ces deux-là, hein. Un petit peu les effets de d'Isune-Bushi, je pense que si on les a, ces effets-là, sur 2 cartes, ça passe très très bien, hein. Là, l'effet de boost, il est bien aussi, hein. Mais si vous pouvez avoir une Ratatos qui boost et qui ravitaille ou qui pioche, ça sera excellent aussi. Mais alors, l'aspirant du Havre, qui met en mana, il me semble extrêmement fort. Alors, c'est une carte dans le jeu. C'est pas dit qu'il la pioche, évidemment, mais elle me semble très très forte dans ce jeu-là, donc bah, bravo à lui. Si vous n'arrivez pas à choper une carte qui va mettre en mana, je conseillerais quand même de rajouter un peu de petites jeans. À voir, mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant, et ça fait plaisir de voir un Bravos qui est top 1. On enchaîne avec le finaliste, donc notre cher Tojo et Bouddha a battu un Waruemak en finale. Donc Waruemak, vous voyez, ça reste solide, même si on a qu'un seul dans le top 8, ça va jusqu'en finale, c'est toujours très fort. Évidemment, ça va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, au contraire. Si vous jouez sur BGA, vous en rendez compte. C'est Etilma, du coup, qui est allé jusqu'en finale, bravo à lui, puisque Etilma, il était déjà top 16 à Angers. Donc vous voyez, ces cartes sont là, alors ça va nous permettre peut-être, parce que si jamais je vois en unique les mêmes. Je vois le Frog et le Légat du Monolithe. Donc on va regarder. Frog, ouais, c'est super. Super, ça doit être quasiment le même deck. Donc on va regarder sa decklist d'Octogone et on ira voir après ses uniques. Ça sera beaucoup plus simple. Donc le Frog, le Prince, une fois, parce qu'il l'a 2 fois en unique, donc forcément, il n'y en a que 3 dans le deck. Une en rare, 2 troupières hors 10, c'est pour le Swarm, on est bien. Le reste est classique. 3 Robins des Bois en rare. 2 procuratrices en rare, une procuratrice en commun. Donc la procuratrice, c'est celle qui vous fait piocher si vous n'avancez pas. On rappelle que le but de Waruemak, c'est d'endormir ces bureaucrates pour que les bureaucrates, ils restent 2 tours sur le terrain en activant leurs effets passifs. Et l'effet passif, du coup, de la procuratrice, c'est de faire piocher si vous n'avancez pas. La troupière hors 10 x1 en rare également. Ah bah oui, excusez-moi, ouais, je viens de remarquer. On est sur une séparation entre les cartes du Kickstarter et du Retail. Donc il y en a 3 rares. Ozma 3 en commune. Elle est largement suffisante en commune, hein. Ozma, elle est très très forte, hein, elle vous fait piocher. Le prince, on l'a vu. Donc 3 tots. Tot en commun, il va créer un jeton hors 10, 1-1-1, si vous n'avancez pas pendant ce tour-ci. Il est bureaucrate, donc vous l'endormissez, du coup il ne compte pas ses stats. Vous n'avancez pas, réaction, il crée un jeton dans l'expédition que vous souhaitez. 3 Quetzalcoatl, c'est très très fort Quetzalcoatl, je rappelle, c'est un bureaucrate, vous l'endormez, je vous le répète à chaque fois. Et du coup, son effet passif, c'est chaque fois que votre adversaire va piocher ou ravitailler, vous allez créer un jeton. Donc, contre Fennetrobar, c'est superbe, contre Axiom Traced, c'est superbe aussi, puisque ce sont des decks qui vont beaucoup ravitailler ou qui vont piocher. Du coup, bah forcément, à chaque fois, vous allez poser des petits tokens, et comme il est endormi, il va rester du coup au tour suivant, et ben pendant l'effet de pioche de Fennetrobar, vous allez créer votre petit token, et ça, c'est super fort. 2 dégâts du monolithe en commun qui permet de saboter si votre expédition n'avance pas, hein, le Tipper gagne qu'on connaît bien chez Waru. Le marchand de sable qui endort et fait gagner 2 boosts parce qu'il est rare. Donc le principe, vous avez endormi votre Robin parce qu'il est bureaucrate et qui met une taxe de 1 sur toutes les cartes adverses. Le tour suivant, il se réveille, il fait toujours son effet, et paf, vous le rendormez avec le marchand de sable Sandman, et il recommence un tour suivant à mettre une taxe à tout le monde. Ah, ça met des frissons partout tellement c'est... ça fait peur. L'espion nordiste qui sabote, le conseil qui empêche les cartes en face de lui d'activer les effets de la main, les effets de la réserve ou les effets de n'importe où, les effets flèches. En gros, il n'y a pas d'effet déclencheur en face du conseil. Pareil, c'est une très bonne cible à endormir. De toute façon, voilà, avec le marchand de sable, Robin, le conseil, Quetzalcoatl sont des super cibles à être endormis. Enfin, tous ces bureaucrates, c'est super cool à être endormi, mais voilà, surtout ces 3-là. Et puis, dans les sorts, on a la charge pour mettre un bon petit boost à tout le monde. 3 sauts adhésifs qui permet d'envoyer en réserve un personnage qui coûte 4 ou plus, ou de défausser complètement un permanent qui coûte 4 ou plus. Ça vise pas, du coup, les havres qui sont omniprésents dans la méta entre les Traces et les Bravos, mais ça peut vous débarrasser de choses très compliquées. Et 3 entraînements à l'esprit des types qui vous permet d'envoyer en réserve un personnage qui coûte X, X étant le nombre de personnages que vous contrôlez. Et comme vous jouez des cartes que vous endormez, donc il reste un tour de plus, comme vous jouez des cartes qui vont générer des tokens, quand vous jouez des petites cartes qui coûtent 1, bah forcément vous allez avoir plein de personnages, et du coup vous allez pouvoir facilement défausser envoyer en réserve des personnages qui coûtent 4 ou 5 avec ça.
On va regarder ses unités. Donc, le premier roi de grenouille qui est bureaucrate. Donc, je rappelle, on peut l'endormir avec Warou, dont son effet passif va rester pendant 2 tours. Il est 2-2-2 pour 3. Et quand un personnage non jeton rejoint une expédition, pas forcément celle où il est, on peut sacrifier un personnage. Et si on le fait, on crée 2 jetons soldats 1-1, recours 10. Donc, en gros, vous jouez un personnage alors que le roi de grenouille est déjà là. Vous pouvez choisir de sacrifier ce personnage-là ou un autre personnage pour créer 2 jetons 1-1-1 chez lui. Donc, en gros, vous pouvez sacrifier un roi de grenouille qui est 2-0-2 pour créer un 2-2-2 à la place. Enfin, créer 2 jetons 1-1-1, donc techniquement 2-2-2 à sa place. Ou par exemple, je pense que la troupière Rordis, par exemple, vous la payez 1, elle est 1-2-2, mais vous pouvez la sacrifier pour créer 2 jetons 1-1-1 à la place. Ou l'espion Rordis, qui est 2-2-2, voilà, vous pouvez la jouer, saboter et la sacrifier pour créer 2 jetons 1-1-1, donc ça rembourse son coût. Sauf que, comme vous avez plein de jetons, vous pouvez activer plus facilement entraînement à l'esprit des types, parce que vous avez un personnage de plus que si vous aviez juste l'espion Nordis. Le second roi de grenouille, il est 3-2-2 pour 3 de la réserve ou de la main. Il est également bureaucrate comme toujours. Quand il arrive de la réserve, on sabote, et lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, crée un jeton soldat 1-1 recruteur Nordis. Ah ouais, ok. Donc là, on est vraiment sur un gros swarm, comme on l'appelle, quoi. C'est-à-dire qu'avec ces rois de grenouille, il va générer beaucoup de jetons. Et là, il y a un bon combo à faire. Bon, faut avoir les deux, évidemment, mais bon, si vous avez les deux sur la table, vous posez un personnage, ça crée un jeton 1-1 recruteur 10, vous sacrifiez le jeton, vous en créez 2 autres. Voilà. Ce genre de truc. Et le légat du monolithe, qui est bureaucrate bien évidemment, 2-1-1 pour 2 mains réserve, lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule après le repos saboté, ça c'est classique. Lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint vos expéditions, si vous contrôlez 3 personnages ou plus, créez un jeton soldat Ordis dans votre expédition. Voilà, donc le but du jeu, pour lui, ça va être de créer plein de jetons, d'avoir plein de personnages pour activer plein d'effets avec tous ces petits personnages. Et avec les Quetzalcoatl, évidemment, ça va arriver vite, avec des petites troupières, avec ces uniques qui vont créer des jetons, avec Pof, je l'ai perdu, Tot qui va créer des jetons. On pourrait penser qu'il jouait un Tot du coup rare, parce qu'il crée 2 jetons au lieu d'un seul, mais bon, les slots rares sont chers, et il y a tellement de petites cartes à côté aussi qui vont créer des jetons que, même le défenseur de la réserve, par exemple, comme lui, voilà, il va souvent avoir ce qu'il faut pour générer son légat du monolithe. Donc voilà, pour le deck de Etilma qui a fait finaliste. On va regarder maintenant le deck d'Easy, c'est facile de faire top 4 pour lui, à Octogone, avec un deck Trest et Rosob. Il y a 2 decks Trest dans le top 8, on va les voir que le premier, et je vais pas y passer longtemps non plus parce que, on vient de sortir une vidéo sur le Trest, justement, avec le decklist et gameplay, ça risque d'être très proche, donc voilà, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait avec Calice sur le deck Trest et comment on joue Trest. On n'a pas les uniques, donc également on va passer plus vite parce que sans les uniques, on a moins à discuter. Il joue 2 Odur Izmir qui sont les cartes, vous savez, qui coûtent 1, ça il vous en a parlé Cali dans la vidéo qu'on a fait. Le petit récupérateur Axiom, 2 Clopelia à endormir quand vous la mettez dans la réserve. Ah oui, excusez-moi, on rappelle Trest rapidement, on a fait une vidéo dessus, mais je vous rappelle rapidement ce qu'il fait. Trest, il a besoin d'avoir 5 compteurs sur lui, et comment vous gagnez vos compteurs? Chaque fois qu'une carte sort de votre réserve pendant l'après-midi, comment elles sortent? Soit vous les jouez depuis votre réserve, soit vous les défaussez de votre réserve, soit vous les faites saboter pendant l'après-midi, attention, et bien vous allez gagner un compteur, et à 5 compteurs, vous inclinez Trest, vous piochez une carte, et vous mettez une carte de votre main en réserve, et comme les Axiomes adorent avoir des cartes en réserve parce qu'elles ont des effets pétés depuis la réserve, forcément ça va très bien avec lui. Et ce qui compte, c'est de jouer le Havre, Bastion, Bravos, puisque toutes les cartes qui vont sortir de votre réserve pour être jouées vont avoir un bonus dessus, donc ça va complètement dégénérer une fois que c'est en place. Les chroniqueuses Lyra, donc elles sont bien parce que elles sont 4-0-4, donc elles vont bien matcher sur des biomes très précis. Mais également, vous pouvez les défausser de votre réserve pour ravitailler. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé contre un Trest. Il a mis une Chronicleuse Lyra en réserve, et il l'a défaussé pour ravitailler. Ça a activé du coup un jeton sur Trest. Il a ravitaillé quoi? Une autre Chronicleuse Lyra. Il l'a redéfaussé de sa réserve gratuitement pour ravitailler, et hop, il s'est remis un petit jeton tranquillou sur son Trest. Donc voilà, ça peut être très très fort, et ça peut faire des débarrages très énervés. On va réduire du coup le Havre avec les petits mécanismes de la fonderie. L'élémentaire de chaos c'est très fort, ça met une carte de votre main en réserve, ça permet de démarrer un petit peu la petite chaîne avec Trest. Amelia, c'est très fort de la réserve, c'est 2-2-2 pour 1, et avec le Havre Bastion Bravo, c'est 3-3-3 pour 1. Frankenstein, qui va réactiver l'effet du Bastion parce que ça permet de ravitailler. Ah tiens, j'avais pas vu, mais on a 1 en rare et 2 en commune de récupérateur Axiom. En rare, elle coûte 1 moins que de la réserve, tout simplement.
Ada pour mettre une carte de votre main en réserve, Tinkerbell pour une clochette pour saboter, Athéna, parce que depuis la réserve, si vous avez deux permanents, elle perd la fugacité, et de la réserve, c'est une 3-4-4 pour 3. Et puis dans les spells, alors on a un grab, j'ai perdu son nom en français, excusez-moi, AP. Un AP, c'est très cool, ça permet de faire changer un personnage d'expédition, c'est très cool, ça surprend pas mal. La décharge de Kélon pour aller envoyer en réserve un personnage qui coûte 4 ou moins de coups de main, ou défausser un permanent qui coûte 4 ou moins. Et 3 fois la carte maîtresse du deck, hein, le Havre Bastion Bravos, qui permet de ravitailler quand vous l'amenez, et qui vous permet de donner un boost à toutes les cartes qui sortent de votre réserve. Donc on n'a pas les uniques, mais bon, on en a parlé dans la vidéo qu'on a fait sur le Dead Trust. Ce que vous cherchez, c'est des effets qui viennent de la réserve, c'est de la pioche, c'est du ravitaillement, c'est de pouvoir mettre des cartes de votre main en réserve, etc. Des effets de la réserve, c'est le plus important, c'est ce que vous allez chercher beaucoup. On continue avec le deck de Clément Chou, qui a fait top 4 avec Sigismar. Donc Sigismar, c'était quand même un petit peu attendu quand on est un dans le top 8. Il va jouer 2 Anubis en rare qui demandent de sacrifier un personnage chez les 2 joueurs. Donc c'est une carte 3-3-3 pour 4, et chacun doit défausser un personnage. Vous connaissez les Ordis, notamment Sigismar, il a toujours un petit token à sacrifier, puisque Sigismar crée un token tous les tours. Donc avec Anubis, vous le posez, vous sacrifiez votre token, l'adversaire doit sacrifier une bonne carte en échange. Je vois une seule Jeanne d'Arc en rare, quand elle quitte le plateau, elle va créer des jetons. C'est 2-2-2 pour ça, donc c'est pas très fort, mais quand elle quitte le plateau, elle crée des jetons à la place. Héros de papier pour 1, c'est un 0-0-1, mais ça permet comme ça de prendre la température. Vous le posez pour 1 et vous voyez ce qui se passe. La troupière en unique, on l'a pas, on sait pas ce qu'elle fait pour l'instant. Les cadeurs 10, ça crée des jetons. On voit qu'on peut générer les jetons aussi avec le héros de papier, hein. Vous le défaussez de votre réserve, il crée un jeton. Ozma qui pioche. Tiens, deux Ozma rares du coup. Elle est 2-2-2 pour 2 au lieu d'être 1-2-1 pour 2 depuis la réserve. Et depuis la main également. Là, derrière du Havre, il y en a 2 en rare du coup. La derrière du Havre, c'est surtout une 4-4-4 pour 3, donc c'est des très gros stats, ça surprend beaucoup. On peut la défausser pour donner un boost au prochain personnage, mais souvent on va la rejouer pour 4-4-4, hein, c'est bien. Hein. La gardienne de la porte, je sais plus exactement comment elle s'appelle celle-ci. Quand elle arrive, elle crée un jeton également. La petite espionne qui va saboter. Kakoba qui se booste si vous avez plein de personnages. Baba Yaga parce qu'elle pioche. C'est un peu plus contrôle, hein, celle-ci, que ce que je pensais. Et là, une autre Gatekeeper, mais en unit, on sait pas ce qu'elle fait malheureusement. Dans les sorts, on a 3 charges pour rajouter des boosts à tous nos personnages. On a le petit saut adhésif pour gérer quelque chose, et une petite portail de bannissement en français, la Banishing Gate, qui permet comme ça de gérer plus facilement une carte ou un permanent, notamment vous voulez viser les permanents très forts des adversaires. Entraînement à l'esprit des types, évidemment, pour gérer un peu ce qu'on veut, parce qu'on va jouer plein de personnages et créer des tokens. Le petit transporteur en 10 en x3, donc c'est un lieu qui vous permet de générer un jeton supplémentaire par tour. Donc Sigismar crée un jeton d'un côté du plateau, et ben, le transporteur va créer un jeton de l'autre côté, ce qui fait qu'en début de tour, vous avez 2 jetons, un de chaque côté. Et le grand projet, ça coûte 6, et ça vous dit que à midi, donc c'est pas le tour où vous le posez, c'est au début du tour suivant, en gros on va dire, l'expédition de votre choix va avancer de 1, ce qui fait, c'est un peu comme petit pas bond géant, hein, le sort qui vous permet d'avancer l'expédition de 1, sauf que là c'est un permanent, ça marchera tous les tours tant qu'il reste en place, mais ça marchera pas le tour où vous le posez, ça marchera à partir du prochain tour. C'est très intéressant, je trouve ça même très courageux de le jouer, parce que ça coûte 6 et ça fait pas effet tout de suite, et dans un méta où il y a beaucoup de très bons permanents qu'on veut gérer, il y a le Festival Lyra, il y a les Havre, Bastion, Bravos à gérer. Il y a pas mal de gestion de permanents, il y a aussi beaucoup d'unités qui s'activent avec des permanents, donc moi j'aurais peur de me le faire gérer très facilement, mais ça l'a mené au top 4, donc c'est qu'il a bien dû gérer son grand projet. Je sais pas s'il a pu gagner avec, ce serait intéressant qu'on ait un retour de Clément Chou, savoir si ça l'a fait un petit peu gagner, ou si c'est souvent parti en mana, un petit peu son retour sur ce grand projet. On va finir avec les decks, du coup, Lyra, donc Fen et Crobar. Il y en a 2 qui se ressemblent pas mal. On ira voir juste un deuxième qui est un peu plus différent, parce que lui joue à un festival Lyra, mais juste un. Qu'est-ce que j'ajoute du coup en Fen et Crobar? On va avoir quelque chose d'assez classique, entre guillemets, mais il faut savoir le jouer. C'est pas si facile à jouer, Fen et Crobar, malgré ce qu'on pense. 2 Tinkerbell pour aller saboter. 3 Martingale, ça coûte 1, c'est très bien. La navigatrice Lyra en rare, on sait pas ce qu'elle fait malheureusement. 3 Aloe Vera qui s'ancrent. 2 Flamel pour remonter un sort dans la main. 3 encrières de l'Ouroboros pour remonter une carte quand elle quitte la zone d'expédition. Elle va remonter une carte de votre réserve dans votre main. Donc ça marche pas, évidemment, quand elle est fugace. Ça marche quand vous la jouez depuis votre main.
3 Hathor pour monter les cartes dans la main, une Tomoera, une unique, pardon, un Tanuki unique, on sait pas trop ce qu'ils font malheureusement, 3 Cernulos parce que c'est des très bonnes stats pour 3, Esmeralda que 2, elle ravitaille quand vous la posez, donc là vous la voulez pas dans vos zones de ravitaillement, vous voulez pas que Fen la ravitaille, donc on est passé très rapidement de 3 à 2 dans tous les decks. Un Anzi x3, il se booste avec carte dans la réserve, le Chapelier que souvent on va défausser pour ancrer une carte, et dans les sorts on a 2 entraînements à Capella, 2 Zou, 3 Meunier Tudor pour endormir, et 2 cocons d'étoffe. C'est classique, mais c'est très bon. Je serais intéressé de voir ce que font ces uniques, surtout. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je suis un joueur de Fen. Mais c'est très bien. Souvent, c'est Flamel qu'on ne met pas. On va mettre autre chose à la place. Mais Flamel, c'est une très très bonne carte aussi. J'aime beaucoup. Qui permet de renvoyer les entraînements à Capella ou les Zou notamment. Hein. On a envie de remonter ces Zou avec Flamel, par exemple. Parce que depuis la réserve, il coûte 4. Mais depuis la main, il coûte que 2. Donc voilà, solide, stable, très bon deck. Quand on va voir l'autre deck, on voit que il n'y a pas par exemple les Flamel, mais il y a 2... j'ai perdu son nom à la petite Tricksters, la Prestidigitatrice de l'Ouroboros, donc qui coûte 2 et qui lance un dé quand elle arrive pour se booster. À côté de ça, on est sur quasiment le même deck, hein. On voit encore les Aloe Vera, on voit encore Cernunos, il y a un Sandman unique, bon voilà, les uniques après elles changent. Il n'y a que 2 Chapeliers, mais je crois qu'il y a 2 sorts en plus, c'est ça. Il n'y a que 2 Chapeliers, et il y a une Tinkerbell en plus. Et nous, au niveau des sorts, il y a 3 Capella au lieu de 2, 3 Zou au lieu de 2, et 3 Concon d'étoffe au lieu de 2. Ça c'est une liste qui me plaît pas mal, j'aime bien avoir 3 Concon d'étoffe dans la méta, avec les cartes comme avec les Warroot en Orbis, Concon d'étoffe ça gère bien, avec les permanents qu'il y a, ça c'est une liste très très propre que j'aime beaucoup, mais j'aime énormément celle-là aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais je suis un joueur qui aime bien jouer des sorts, je suis un Isbir en fait, au fond de moi-même. Et le troisième deck Fen, là ça part... Oula, il y a plein de cartes dans tous les sens pour le coup. Il y a moins de x3, c'est moins on va dire carré. Parce qu'il y a 2 Martingale, 2 Anansi, 2 Mighty Djinn pour s'accélérer en mana. Hein, c'est la même chose que le deck Bravo sur la vie tout au début. Quand ça part dans votre réserve, vous pouvez le mettre en mana. Ou quand ça, c'est défaussé, ça part dans votre mana également. Tu as 2 Martingale communes parce qu'il y a une unique forcément. Aloe Vera x3, ouais, il y a aussi la différenciation entre les cartes Kickstarter et Retail, effectivement. Rien qui me saute trop aux yeux, bah, il y a les uniques forcément. Il y a Kodama, il y a 3 Kodama en rare hein, qui s'endorment. Et vous pouvez les défausser pour ancrer un personnage également depuis votre réserve, hein, n'oubliez pas, c'est souvent les l'effet qu'on fait, on fait souvent celui-là. Et dans les sorts, il n'y en a que 7. Il y a 2 entraînements à Capella, 2 Meunier Tudor, excusez-moi, et 3 cocons d'étoffe, donc il n'y a pas de Zou, il n'y a pas d'espionnage pour saboter. Et il y a un Festival d'Ira en Kinder, il est en x1. Bon, écoutez, peut-être que ça l'a fait gagner. J'aime pas trop le Festival d'Ira en x1, parce qu'une fois sur deux, il va partir en mana avec Fen, mais... Bah, des fois, ça peut surprendre, même souvent, ça va surprendre, et si jamais votre adversaire le voit dans vos zones de ravitaillement, il va peut-être penser que vous jouez au tour, parce que finalement, vous jouez pas énormément au tour, parce qu'il y a que 2 Meunier Tudor, souvent on en joue 3 quand on joue Festival d'Ira, mais ça peut prendre l'aggro, donc votre adversaire va vouloir le défausser très vite, parce qu'il pense que vous jouez au tour, donc ça peut servir de paratonnerre. En même temps, vous jouez Kodama qui s'endort, vous jouez les Aloe Vera qui s'ancrent, il y a peut-être aussi tout simplement des unités qui vont ancrer ou rendre fugace ou endormir, on ne sait pas hein, dans ces unités qui sont là. Sûrement la Lyra, hein, la Close Dancer, elle va endormir ou rendre fugace. Donc, peut-être que en x1, c'est Kinder, on l'appelle ça, et ça peut servir à faire le café. Voilà. Les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit pouce, le partage. Et puis, si vous trouvez les decklists, elles sont partagées sur les Discord notamment, n'hésitez pas à mettre un petit lien en commentaire pour qu'on aille voir un petit peu les uniques et avoir un peu plus l'assise du plan de jeu, parce que c'est vrai que avoir la répartition des rares et des communes, c'est cool, mais savoir exactement ce qu'ils jouent dans leurs uniques, c'est aussi une grande partie de la philosophie en fait du deck. La philosophie du deck tient aussi beaucoup aux uniques qu'on va rajouter, donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce que font toutes ces cartes uniques. Je vous remercie, passez une très bonne journée et jouez bien.